Ok, donc supplément de l'Octogone sur la situation en Ukraine. C'était une série de dépêches tellement importante que je me suis dit qu'il fallait vraiment en faire un supplément. Donc édition spéciale, vous avez le reste d'Octogone dans la vidéo correspondante, mais là on va parler de la situation en Ukraine. Je remercie Alexandre Robert de la chaîne History Legends pour ses conseils, son analyse, son point de vue qui est vraiment exceptionnel sur la situation. Lui, bien sûr, beaucoup de ses sources sont des canaux Telegram. Je vous rappelle que je n'ai pas de canal Telegram moi-même, que je ne vends pas de crypto-monnaie sur les canaux Telegram. Toute personne qui vous vend des cryptos sur des canaux Telegram est un escroc, je ferme cette parenthèse. Cela dit, si vous voulez avoir des cartes qui sont particulièrement exactes, vous avez celles de Deep State, qui sont les plus intéressantes. Donc c'est deepstatemap.live, deepstatemap.live. Évidemment, c'est des cartes qui sont profondément anti-russes, donc elles vous donnent toutes les positions des brigades russes, mais absolument pas celles de l'Ukraine. Mais du coup, ce sont les mieux documentés pour avoir une idée du front. Et même ces cartes, évidemment profondément anti-russes, vous montrent que la situation est dramatique en Ukraine. Beaucoup de gens m'avaient dit « Ah non, mais le front s'effondre pas ». Voilà, c'est vrai qu'il faut reprendre ça. J'avais fait une vidéo il y a plus d'un mois que j'avais titré « Le front ukrainien s'effondre ». Il s'effondre au terme du rapport de force actuel, qui est devenu complètement disproportionné et surtout de façon comparée aux précédents mois, aux précédentes années de la guerre. Cependant, ce n'est pas un effondrement type Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons qu'on va reprendre dans cette vidéo. D'abord parce que de nos jours, en fait, tout le monde voit tout. Les satellites voient absolument tout. C'est extrêmement difficile de monter une opération. C'est pour ça que les Russes maskirovent dans tous les sens. Un mélange de maskirovka et un mélange de... Ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Ça, c'est l'analyse d'Alexandre Robert et j'y souscris totalement. C'est-à-dire que des fois, ils donnent l'impression de vouloir partir dans une direction, puis en fait, ils partent dans une autre, puis en fait, ils voulaient bien partir dans celle-là, de sorte qu'il y a une vraie confusion sur les intentions tactiques des Russes, parce que de toute façon, les satellites voient tout, et c'est le grand invariant, la grande différence de cette guerre. Donc, d'abord, des pourparlers de paix qui ont été annoncés par Zelensky. Alors, je vous rappelle le contexte quand même. On a eu une fausse conférence de paix complètement niquée, pardonnez-moi, mais vu le niveau de débilité diplomatique, il faut bien utiliser un peu de vulgarité pour que ça colle, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être des faux derches, il faut dire les choses de la façon la plus exacte et la plus frontale possible pour informer le public. Oui, l'Ukraine a tenu, avec la complicité de la Suisse, bon sang, qui était censée être neutre, une fausse conférence de paix, complètement inutile, complètement propagandiste, oui, dans laquelle ils n'ont pas invité les Russes. Donc là, je veux dire, on atteint des sommets, parce que la diplomatie suisse, normalement, c'est pas d'étanche. Je dis bien normalement, parce que là, il y a quand même des questions à se poser. Beaucoup de gens disent que, de toute façon, la neutralité suisse est perdue à tout jamais. D'abord, parce qu'ils ont confisqué les avoirs russes, alors que bon... Pardonnez-moi, je ne veux pas tirer sur les ambulances, mais de la part d'un pays qui a quand même gardé des lingots fondus à partir des dents en or des Juifs dans les camps de concentration, me dites pas que confisquer les avoirs des Russes, c'était un problème moral. Je veux dire, soyons un tout petit peu sérieux 2 minutes. De la part du pays qui a confisqué les œuvres d'art des Juifs, qui les a planquées et qui a littéralement rempli ses coffres avec des dents en or chopées dans les déportés, ne me dites pas qui est resté neutre à ce moment-là, j'insiste, qui est resté neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Venez pas me dire que c'était un aléa moral ou vraiment un cas moral très important, un cas de conscience qui nécessitait d'aller geler les avoirs russes, voire même de les donner aux Ukrainiens. Enfin, là c'est vraiment pas sérieux. Bon, donc je voulais quand même revenir sur ce point-là parce que la majorité des Suisses sont pas conscients de ce que leur pays a perdu sa neutralité, puis il a perdu salement. Hein. C'est vraiment pas rapido comme ça, au point que d'ailleurs maintenant, certains évoquent la possibilité de faire entrer la Suisse dans l'Union européenne. Donc là, ce serait complet, même les Norvégiens seraient plus indépendants que les Suisses. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc on a eu des faux pourparlers de paix sur l'Ukraine en Suisse, qui n'invitaient même pas les Russes, qui étaient donc complètement bidons, c'est même pas moi qui le dis, c'est des gens comme Jacques Beau, qui sont des patriotes suisses, qui se rendent bien compte de ce qu'il y a un petit problème avec leur pays en ce moment, et qu'aimeraient justement que leur pays s'élevât davantage. Quoi qu'il en soit, évidemment, sans surprise, ces pourparlers de paix n'ont mené à rien. Et ben, dans ce contexte, vous avez eu ensuite Zelensky qui a dit, oui, on va faire des pourparlers de paix pour de vrai, enfin, parce que dans les pourparlers de paix, normalement, il faut avoir les deux parties, hein. En terrain neutre, certes, mais les deux parties. Et ben là, Zelensky a craché le morceau, ça va être le cas. Alors qu'il est interdit par la loi ukrainienne de demander la paix.
c'est un petit point sympatoche comme ça, c'est interdit. Voilà, c'est une loi qui a été passée par Zelensky, lequel a été élu sur un programme de paix. Zelensky a été élu notamment avec des voix des Ukrainiens russophones sur un programme de paix. C'est merveilleux. Oui, évidemment, la plupart des extrêmes occidentaux l'ont découvert pendant la guerre, en 2022, au moment de la guerre. Mais en fait, Zelensky était connu comme une figure de l'apaisement par opposition à Poroshenko, qui était un faucon très vulgaire en Ukraine. Il s'est fait élire sur une plateforme d'apaisement et une plateforme pacifique. Et puis après, on a eu le Zelensky avec une octave inférieure dans sa voix pour être plus martial, qui faisait bien les diphtongues pour montrer que c'était un mafieux. Et oui, parce que aussi bien en ukrainien qu'en russe, quand vous faites bien la diphtongue, c'est pour montrer que vous avez des bollocks. Et bien sûr, qui s'habillait en uniforme paramilitaire, là aussi pour montrer qu'il meant business. Bon, bah voilà, maintenant il y a la réalité du terrain, et c'est assez marrant de voir que, bon, bah effectivement, peut-être que Zelensky était honnête au début, je veux pas lui jeter la pierre, mais l'OTAN en a décidé autrement. Donc voilà, la politique, c'est du théâtre, c'est quand même assez marrant de voir ça. D'autant que oui, pendant ce temps-là, les créanciers de l'Ukraine vont commencer à rappeler les dettes. Et oui, parce que nous, les Français, on a quasiment donné du matériel militaire, mais l'immense majorité des partenaires et amis et alliés de l'Ukraine l'ont en fait juste surendetté, tout simplement. Un pays qui a autant de ressources, on en avait parlé, du manganèse, du fer, de l'uranium, etc. Et du titane, plus grosse réserve d'Europe. Eh bien, en réalité, ces amis l'ont juste surendetté et sont en train là de se rendre compte que la guerre est perdue et donc sont en train de rappeler la dette. Donc c'est pas tip top quoi. Donc voilà le contexte. Là dans ce contexte-là, bah, ça parle de vrai pour parler de paix, pas des dingueries complètement sous acide qu'on a vu en Suisse. Alors, si on veut analyser la situation un peu, et de l'échange que j'ai eu avec Alexandre Robert, que je remercie encore, je vous conseille d'aller sur sa chaîne, même si vous ne parlez pas anglais, maintenant il y a de très bons sous-titres. Alors déjà, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi la Russie n'avait pas monté à nouveau une opération sur Kiev. Vraisemblablement, d'après Alexandre Robert, c'était pour ne pas trop impliquer la Biélorussie, qui n'est pas autant sanctionnée que la Russie, et puis qui n'est pas officiellement co-belligérante, même si les mots sont très importants. Vladimir Poutine a fait savoir qu'il n'existait plus de situation de paix. Il n'y a plus de situation de paix entre lui et les États-Unis, entre la Russie et les États-Unis. C'est un terme très très important. La situation de paix n'existe plus. Ça ne veut pas dire la guerre, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance totale de la co-belligérance des États-Unis. Ce qui est normal, on l'a vu avec les frappes d'Atakems sur les plages de Crimée qui ont fait des morts civiles. Et ça, évidemment, ça ne pouvait être fourni que par du renseignement, ça ne pouvait être permis que par du renseignement américain, bien entendu. Donc là, on voit que l'art opérationnel russe en Ukraine, il est vraiment basé sur le problème des satellites aujourd'hui, d'où l'importance de capturer des villes ou des centres urbains, parce que c'est ça qui camoufle le mieux. Les forêts aussi, certes, mais les centres urbains, c'est ce qu'il y a de mieux pour camoufler des forces, de l'infanterie et des blindés. Donc aujourd'hui, la progression se fait de cette façon-là pour les forces russes. Et donc, pour l'instant, pas d'intérêt à aller à Kiev, parce que ça provoquerait un embrasement diplomatique, une vague d'indignation. Ça forcerait le Bélarus à se positionner davantage. C'est une très grande ville. Déjà que pour Kharkov, c'est compliqué. Alors j'ai vu quelques commentateurs qui disaient « Ah ça y est, Kharkov est un échec pour les Russes ». Là, en général, on parle de commentateurs qui ne savent pas ce qu'est la guerre et qui ne savent pas ce qu'est la géopolitique. Là, le front actuel, et on le voit très bien sur les cartes de Deep State Map, dont je rappelle encore une fois qu'elles sont profondément anti-russes, eh bien, c'est un jeu d'échecs, c'est-à-dire je menace 2 pièces à la fois, 3 pièces à la fois. L'offensive sur Kharkov aujourd'hui, que les Russes ne veulent pas tenir, il n'y a pas d'intérêt à tenir Kharkov. Par contre, c'est Verdun, Kharkov. Pour les Ukrainiens, c'est la ville symbole, c'est Stalingrad. C'est la ville qu'on ne peut pas se permettre de faire tomber et qu'on ne peut pas se permettre de laisser aux mains des Russes, même à l'issue du conflit. Donc ils y envoient leurs meilleures troupes. Et aujourd'hui, les manœuvres autour de Kharkov permettent de fixer les meilleures troupes ukrainiennes. Cependant que, si vous regardez encore une fois les cartes de Deep State Map, vous allez voir que c'est plus, et c'est pour ça que je disais que le front s'effondre, et qu'on continue à le dire, et que tous les commentateurs le disent, dans les proportions de la guerre précédente, le front s'effondre parce que c'est plus un Bakhmout pendant 2 mois. Maintenant, c'est 5 Bakhmouts simultanés en 1 mois. C'est ça, l'effondrement, en fait. Mais l'art opérationnel reste défini par le terrain et par les forces en présence, à savoir les satellites.
aujourd'hui, vous avez les satellites et les drones, pardon. Les satellites, d'une part, qui vous permettent de savoir où sont tous les blindés, où est l'infanterie, et les drones qui changent complètement la donne. Et on parle des FPV, des petits drones. On ne parle pas des Predators, des Reapers, des Global Hawks, des Américains. Non, non. On parle de drones que vous pouvez acheter chez un marchand d'appareils photographiques, que vous pouvez acheter à la FNAC, typiquement. Et oui, la bonne vieille Fédération nationale d'achat des cadres, eh ben, vous pouvez, qui était donc une centrale d'achat pour du matériel photo au départ, vous pouvez acheter des drones là-bas que vous retrouverez sur les théâtres militaires ukrainiens. Et auxquels donc on colle des charges explosives et qui ensuite sont précipitées sur l'ennemi, qu'il soit protégé ou pas, qu'il soit avec des blindés ou pas. Donc ça empêche complètement des manœuvres à la Rokossovski, Bagration, Pokrovka, etc. C'est fini ça. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'OTAN n'était pas du tout préparée à cette guerre, parce que l'OTAN a passé des décennies à se préparer à une guerre de type Trouet de Fulda, dans laquelle vous auriez donc la fameuse Airland Battle, dans laquelle vous auriez eu besoin d'appui au sol. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le fameux Fakocher, le Warthog, le Thunderbolt A2 a été fabriqué. Il a été fabriqué pour ça, c'est-à-dire pour pouvoir flinguer avec des Mavericks, des missiles anti-tank, air-sol, des colonnes de chars russes qui arriveraient. Et puis pareil pour la dissuasion nucléaire française, notamment les missiles tactiques, Hades, si je ne me gourre pas, qui étaient conçus pour la même raison, c'est-à-dire pour pouvoir arrêter une colonne qui s'approcherait de la France par la Trouée de Fulda. Bon, mais c'est pas ça, la guerre qui se passe en Ukraine. Et donc, un effondrement du front... Ce n'est pas un collapsus classique où là d'un coup vous avez 100 km d'avancée, mais c'est un collapsus vraiment comme sur un plateau d'échecs, un jeu d'échecs. C'est une situation où votre adversaire se met à menacer 4 ou 5 pièces à la fois. Et quand vous avez les forces ukrainiennes qui sont fixées sur Kharkov, pendant ce temps-là, vous avez des progressions tout autour de Donetsk et des progressions qui sont du type Bakhmut, mais x2, x3, x4. Donc... Pas a priori encore une fois je dis a priori, mais les Russes, il y a un côté box de l'ivrogne chez eux. Alors à la fois, je veux pas, vous induire en erreur. Alexandre Robert stipule bien, et c'est pas le seul, que quand même ce que font les Russes est très logique. Mais a posteriori. C'est-à-dire quelles pièces ils vont bouger, et quand on voit les pièces qu'ils ont bougées, et quand ils réalisent une manœuvre, quand ils réalisent une opération, a posteriori elle semble éminemment logique. Mais laquelle vont-ils réaliser, dans quel sens, à quel moment, dans quel ordre? Ça, on est dans l'art opérationnel russe, la Maskirovka, l'intox, le je bouge pas, peut-être je dis que j'ai plus de munitions, comme l'avait dit Prigojine avant Bakhmut, et puis en fait j'en ai, puis en fait on démonte Bakhmut, tout ça. Ça reste vrai, mais a posteriori, tous les mouvements des Russes sont chirurgicaux. Et c'est d'ailleurs bien ça le problème, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut des pourparlers, ce qu'on vous dit depuis 1 an. Même si vous êtes des amis intimes de l'Ukraine, soyez pas comme les tarés nafo à drapeau, qu'on n'a rien à foutre des Ukrainiens, qui utilisent ça pour se donner bonne conscience, pour vraiment avoir l'air important, croire qu'ils participent à quelque chose et qu'ils sauvent des vies, mais qui en réalité sont responsables de centaines de milliers de morts et de blessés. Donc a priori, dans l'état actuel, pas d'opération sur Kiev, certes une menace constante qui plane, mais les Russes n'ont pas du tout intérêt à mener une opération sur Kiev pour l'instant. Le but de guerre des Russes, c'est Donetsk avant tout. Et ça, ce but de guerre, il est atteint aujourd'hui. Maintenant, il faut le sécuriser avec les villes alentours, et c'est exactement ce qu'on voit dans les opérations qui sont menées aujourd'hui. Par exemple, Karlivka, en route vers Selidove. Ça, donc, que vous verrez bien sur les cartes deepstatemap.live. Là, certes, les Russes progressent de l'ordre de 3 km par jour. Alors, c'est pas beaucoup au regard de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est énorme au regard de la situation dans le front, de la progression dans le front. Depuis 2 ans. Évidemment, dernièrement, ça a fait beaucoup couler d'encre parce que vous avez une ville près de Donetsk qui est aujourd'hui menacée par les Russes et qui s'appelle New York, vraiment. Les Ukrainiens l'ont appelée comme ça en référence à New York. Donc elle s'appelle New York et elle est aujourd'hui entourée de tunnels et elle est dans une situation très compromise. Donc la vraie bataille de Chassivyar aussi va commencer. Là, toujours, vous êtes dans la zone donc, qui va
En fait, vous avez aujourd'hui Slaviansk, Kramatorsk, donc ça c'est Chassivyar, c'est après Bakhmout. Donc vous avez eu Bakhmout, Chassivyar, et évidemment derrière les objectifs que les Russes pourraient menacer, ce serait Kramatorsk et Slaviansk, qui ne sont pas des objectifs définitifs des Russes a priori, mais aujourd'hui ils sont en position. Donc quand vous allez sur deepstatemap.live, vous voyez notamment les flèches. Ce qui est d'ailleurs assez fou quand vous y pensez, parce qu'on a un site anti-russe qui est animé par les ennemis de la Russie et qui vous donne les flèches des offensives en cours. Ça vous montre à quel point aujourd'hui on sait tout. Parmi les villes d'ailleurs qui sont aussi menacées, vous avez Toretsk, et là aussi c'est du niveau de Bakhmout à chaque fois. Mais aujourd'hui, vous avez, en fait, j'ai dit 4 ou 5, mais c'est plutôt 6 ou 7 Bakhmout en même temps, puisque vous avez aussi autour de Vuhledar, où ça progresse, vous avez aussi vers Novodalivka et Malarivka, et ça, ce sont des centres dont l'importance stratégique est comparable à Bakhmout. Vous avez aussi le saillant après Rabotine, donc de Nova Danilivka, qui là aussi est en train d'être réduit par les Russes. Donc c'est ça l'effondrement en fait du front. C'est pas on va faire tout droit vers Dnipro, ça c'est pas possible, parce que si jamais les Russes décidaient d'engager une 50aine de brigades blindées et de foncer droit sur Dnipro, vous auriez les pilotes de drones FPV qui les massacreraient. Et ils seraient identifiés évidemment par satellite. De toute façon, ils ne voudraient pas se battre la nuit, pour des raisons assez évidentes, que c'est extrêmement difficile d'identifier les ennemis et les amis quand on se bat la nuit. Donc aujourd'hui, la bataille de Chassivyar se prépare et les prochains objectifs sont notamment Karlivka, Selidové. Donc à chaque fois, j'insiste, c'est au moins autant ou plus important que Bakhmout à chaque fois. C'est ça qui permet quand même de bien dire qu'on a un front ukrainien qui s'effondre et qu'il était dans l'intérêt de l'Ukraine de négocier il y a un an. En fait, il était dans l'intérêt de l'Ukraine de négocier dès le début. Il était dans l'intérêt de l'Ukraine de ne pas donner de casus belli systématique aux Russes. Et oui, on vous dit tout le temps dans les médias, il n'y a qu'un seul agresseur, c'est la Russie. C'est marrant d'ailleurs, les personnes qui vous disent ça n'ont jamais dit que les États-Unis avaient agressé l'Irak ou l'Afghanistan. Ça, non, évidemment. Quand les États-Unis ont ravagé l'Irak, fait des centaines de milliers de morts, de déplacés et des crimes de guerre, rapportés par Julian Assange, dont je me félicite bien sûr qu'il ait été libéré, même s'il va devoir plaider coupable, c'est un peu complexe. Eh bien là, ces personnages-là ne vous disaient pas, il n'y a qu'un seul agresseur, c'est George Bush. Bon, pareil pour l'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que soi-disant, le 11 septembre avait donné un casus belli pour l'Afghanistan et l'Irak. Pour l'Afghanistan, ça pouvait un tout petit peu se discuter en étant bourré, parce que bon, quand même, c'est quand même plus compliqué que ça, et on le sait tous. Pour l'Irak, c'était juste faux. Il n'y avait pas le moindre lien, mais pas le moindre lien, entre Al-Qaïda et l'Irak. Zéro de chez zéro. Donc c'était juste un mensonge. Et bien là, à ce moment-là, on n'a pas parlé d'agression, hein, on a parlé d'héroïsme, d'opération Iraqi Freedom. On avait des BHL et les autres gars qui nous disent que ce sont les Russes qui sont les agresseurs, qui nous disaient ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En 2014, il y a eu un coup d'État. Aujourd'hui, c'est complètement acté. Un coup d'État qui a porté au pouvoir des anti-russes avec l'aide de la CIA, qui se sont mis à accumuler les casus belli contre les Russes. Et oui, les Russes, ils aiment pas qu'on tue d'autres Russes. C'est tout con, hein, mais je sais pas, ça avait pas été prévu. Si, en fait, ça avait été prévu. Vous imaginez bien que je suis ironique. Les Russes sont pas très contents quand on bute d'autres Russes. Et donc, qu'a fait le gouvernement qui est arrivé au pouvoir avec un coup d'État ? Il a persécuté les russophones dans le Donbass, il en a même tué un très grand nombre. Vous avez eu des massacres jusqu'à Odessa, là c'est plus d'une quarantaine de personnes. Et bon, les Russes, ça les gonfle, ça. Alors ils ont essayé avec les accords de Minsk 1, les accords de Minsk 2, ils ont bien vu que François Hollande était une tanche absolue et un menteur. Et il l'a même confirmé, puisque dans un prank ou dans un canular, des gens se sont fait passer pour les services de Zelensky. Et François Hollande a admis, cash, directement, c'était Minsk, la France n'avait absolument aucun plan de les faire respecter. Et donc de casus belli en casus belli en casus belli, et ce sont des casus belli qui étaient 10 fois supérieurs au faux casus belli de l'Irak, hein, j'insiste. Hein. Donc vous avez vraiment un double mensonge des va-t-en-guerre américains et des représentants de la CIA qui vous disent il n'y a qu'un seul agresseur, c'est Poutine. Non, double mensonge. Premier mensonge, c'était que pour l'Irak, ils n'ont absolument rien dit. Deuxième mensonge, on est sur 10 fois le casus belli prétendu de l'Irak, parce que pour le coup, les armes de destruction massive, il y en avait.
Le coût des laboratoires de recherche, notamment en armes chimiques et en armes bactériologiques, il y en avait, ça a été révélé par le New York Times. Donc ça veut dire que le faux casus belli qui a été utilisé contre Saddam Hussein, à savoir les armes de destruction massive, il n'y en avait pas, on sait que c'est faux. Deuxièmement, les liens avec Al-Qaïda, on sait que c'est faux. Pour ravager un pays qui n'a pas de frontière avec les États-Unis, contrairement à l'Ukraine, et qui n'était pas une menace pour sa sécurité, encore une fois là, les personnes qui vous disent qu'il n'y a qu'un seul agresseur, ce sont les Russes. Elles n'avaient rien dit à cette époque, et mieux que ça, elles avaient vendu la guerre en Irak comme un paquet de lessive, honte à elles. Eh bien, là, elles ne vous disent pas que, bah oui, en fait, les laboratoires de recherche bactériologique et les armes de destruction massive en Ukraine, c'était authentique. Elles ne vous disent pas qu'en Ukraine, oui, bon, bah, on avait un tout petit peu une minorité séparatiste russophone qui, en effet, avait été persécutée. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez des personnes... Ces personnes-là sont tout à fait OK pour les séparatistes du Xinjiang, mais quand c'est les séparatistes russophones, non, là, ça va pas. Si c'est les séparatistes du Xinjiang, ça va, parce qu'eux, ils sont pro-américains. Si c'est les séparatistes russophones, non, ça va pas. Si c'est les séparatistes de Syrie, ah là, ça va, parce qu'ils sont anti-américains, vous comprenez, c'est les bons séparatistes, eux, c'est les gentils. Mais si c'est les séparatistes russophones du Donbass, alors là, non, et donc il n'y a qu'un seul agresseur. Bon, comme vous le savez, tout ça, c'était de la bullshit, comme d'hab, ça a fait gagner beaucoup d'argent au complexe militaro-industriel américain, qui, pour lui, bon, les objectifs ne sont pas atteints totalement, c'est-à-dire qu'il croyait vraiment que la Russie allait s'effondrer. Bon, là, pardon, mais ils étaient complètement délirants, quand on était dans une phase déliroïde pour croire un truc pareil. Mais bon, ils ont quand même gagné beaucoup d'argent, ils ont quand même bien endetté l'Ukraine. Je veux dire, dans l'ensemble, l'Ukraine est ravagée, mais ils s'en foutaient. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les débiles avec leur drapeau ukrainien, tout qui faisaient de la vertu ostentatoire, mais c'est des types qui n'ont jamais vu un théâtre d'opération de leur vie, qui n'en verront jamais, qui n'ont jamais tenu une arme à feu dans leurs mains, qui savent pas ce que c'est que la guerre, qui n'ont jamais connu des mecs, des grands estropiés, des grands blessés de guerre, des grands brûlés, ou des types traumatisés qui se réveillent la nuit en panique nocturne, en risquant d'étrangler leur femme, tellement ils sont en stress post-traumatique. Ces crétins voulaient juste s'acheter une vertu à pas cher. Ils se sont dit, ah c'est cool, maintenant on a de la vertu au rabais, on met un petit drapeau et on est un sauveur de l'humanité. Mais en prolongeant cette guerre, bah, ils sont responsables, ou ils sont co-responsables des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts alors qu'on aurait pu éviter cette guerre. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, ben, bien sûr, c'est les liens avec la Corée du Nord. Alors, il a été dit qu'il y aurait du personnel combattant. J'ai eu beaucoup de ce genre de rumeurs. Là aussi, Alexandre Robert est catégorique, mais pas que lui. Évidemment, aucun intérêt de prendre des troupes nord-coréennes pour le combat. Par contre, pour tout ce qui est logistique, alors là, carrément. Et c'est ce qui se passait d'ailleurs, ça aussi Alexandre Robert le souligne, avec les soldats indo-chinois dans la construction française pendant la Première Guerre mondiale. Certes, on avait des troupes des colonies, notamment les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs marocains, les tirailleurs algériens, qui étaient envoyés au front. C'est d'ailleurs en leur honneur que la Grande Mosquée de Paris a été érigée, Première Guerre mondiale. Mais là, en l'occurrence, pour les Nord-Coréens, il n'y a pas du tout d'intérêt de les envoyer au front, à commencer par leur motivation, qui pour le combat est strictement à zéro. Ils ne sauraient pas absolument pourquoi ils se battent en Ukraine. Par contre, construire des routes, des autoroutes, etc., c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, les Russes sont en train de monter une voie de chemin de fer de Mariupol jusqu'à la Crimée, avec des ouvriers nord-coréens notamment. Donc aujourd'hui, les Russes, ils ont des soldats, ils n'ont pas besoin de soldats en plus. Par contre, ils ont carrément besoin d'ouvriers de génie militaire en situation dangereuse. Donc vous avez toute la ligne aujourd'hui, Rostov, Tangarog, Mariupol, pour doubler en fait le pont de Kerch, hein, concrètement, parce que en gros, là, détruire le pont de Kerch ne servirait plus à rien pour les Ukrainiens. Donc, pas plus aussi, le point de vue d'Alexandre Robert, c'est qu'il n'y a pas d'alliance nucléaire avec la Corée du Nord. Même si j'ai entendu d'autres, donc je vous souligne son point de vue parce que là, en l'occurrence, il est différent des autres points de vue que j'ai pu collecter, qui disent peut-être que les Russes sont aussi en train de s'allier avec la Corée du Nord pour avoir d'autres points de tir, d'autres têtes nucléaires, en cas de guerre nucléaire totale. Certains y croient, d'autres n'y croient pas du tout. Donc, pour l'instant, les troupes coréennes, qui sont nord-coréennes bien sûr, envoyées en Ukraine, c'est davantage pour fabriquer des drones, des infrastructures, des soutiens aéroportuaires ou autres, de la logistique et donc voies de chemin de fer, autoroutes. Donc j'insiste vraiment sur le fait que quand on dit le front s'effondre, c'est qu'il s'effondre d'un point de vue militaire, mais il s'effondre pas d'un point de vue casual, d'un point de vue touristique. C'est-à-dire, oh, ça ressemble pas à la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça ne peut pas ressembler à la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'effondre parce que maintenant, on a, j'ai dit 5, 6, non, c'est vraiment 7, 8, voire 10 Bakhmout en même temps, au lieu de 1 ou 2 il y a un an. Et ça, c'est quand même marquant.
Les Ukrainiens peuvent absolument plus avoir l'initiative, et on le voit. C'est-à-dire, il y a un an, on parlait de contre-offensive généralisée qui allait aller jusqu'à, évidemment, si vous écoutiez les tarés de plateau dans les médias mainstream d'extrême occident, ça vous disait ça. Ça vous disait que ça allait jusqu'en Crimée, que ça allait enchaîner jusqu'à Moscou. Enfin bon, des trucs complètement niqués. Bah aujourd'hui, il n'y a même plus cette initiative-là. C'est-à-dire que l'initiative, qui était débile en soi, et ça avait été démontré comme débile par des hauts gradés ukrainiens eux-mêmes, qui étaient bien conscients du fait qu'ils attaquaient pour des raisons politiques, mais qu'il n'y avait pas de suivi tactique et stratégique pour atteindre leurs objectifs. Qui étaient, en gros, ils sont allés s'empaler sur les lignes de défense russes. Ce qui était complètement débile, mais c'est ce qui s'est passé. Et ce qui montre à quel point les Américains s'en foutaient, parce que sinon ils auraient prévenu, bien sûr, que c'était peut-être mieux d'éviter de s'empaler sur les défenses russes, mais bref. Mais si jamais les Russes, comme je vous le disais, partaient sur 50 brigades, bah vous mettez 5000 dronistes en face, et c'est terminé. Et les dronistes, vraiment, aujourd'hui, c'est très facile à recruter, parce que vous avez des gens qui sont très loin du front, qui n'ont pas besoin d'être formés comme des militaires, que vous formez, parce que c'est des manettes de PlayStation, concrètement, c'est de la manette de console, une manette de drone FPV. Donc, vous les formez, ils sont déjà formés, ils jouent à la PlayStation, ils sont déjà formés, c'est ça le truc de fou, en fait. Et alors, sinon, ils ont joué à la PlayStation, vous pouvez les lancer, ils ne seront pas très bons, mais après quelques jours, ils le seront. Et ça vous coûte à chaque fois quelques pains d'explosifs pour un tank abattu, ou pour un transport de troupes blindées abattu, ou pour une section abattue si vous prenez des drones qui vont balancer des sous-munitions quand ils explosent. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est plus possible d'opérer comme ça. Et je ne suis pas certain que les armées de l'OTAN aient bien pris conscience de cela. Parce que dans la doctrine française, par exemple, ça devrait totalement être pris en compte. Donc c'est la génération jeux vidéo, tout le monde sait piloter des drones, et un droniste, il peut, s'il est vraiment bon, il peut vous lancer 100 drones dans la journée. Il peut vous lancer 10 drones à l'heure, si vous voulez. Un toutes les 6 minutes. Quand vous avez quelqu'un de vraiment très bon, c'est à peu près le niveau qu'il peut atteindre. Donc, bon, c'est évidemment pas possible de monter des grosses opérations à la soviétique dans ce contexte. Donc aujourd'hui, les Russes grignotent du front partout. Kharkov, c'est Verdun, comme je vous l'ai dit. Et même du point de vue des Russes, Bakhmout n'était pas si importante. Mais bon, ça leur a permis de saigner les Ukrainiens encore plus. Et là, avec Kharkov, c'est ce qui est en train de se passer. Et les Ukrainiens pourraient se sentir obligés. Bah là, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils négocient. Parce qu'en réalité, les Russes pourraient occuper Kharkov. C'est ça le pire, en fait, même s'il n'y a pas d'intérêt stratégique à le faire. Et dans ce cas-là, ça serait extrêmement dur pour les Ukrainiens de dire qu'ils ont vaincu, en fait. Que ça a été une... Enfin, quand je dis les Ukrainiens, encore une fois, le pauvre peuple ukrainien, il n'a pas mérité ça. Donc, il y a eu des besoins... On a encore des généraux plus va-t-en-guerre que Poutine en Russie, qui sont manœuvriers. Mais comme on ne peut pas faire de manœuvre en profondeur, aujourd'hui... Enfin, si, sauf avec l'artillerie. D'ailleurs, les Russes sont les plus gros utilisateurs d'artillerie au monde aujourd'hui. C'est eux qui tirent le plus de vecteurs d'artillerie et d'obus au monde, de très loin. En fait, c'est pas compliqué. Les Russes tirent plus aujourd'hui de vecteurs d'artillerie, que ce soit des missiles ou bien de simples obus, que la totalité du monde. Aujourd'hui, tous les jours, les Russes tirent plus d'artillerie que le reste du monde. Donc ça reste la bonne vieille bataille en profondeur russe. Mais les manœuvres de cavalerie, comme on dit, parce que les chars, c'est la cavalerie, eh bien, ça n'existe plus pour l'instant, d'où les chars tortues, mégalans, qui voient rien, etc. Ça, c'est pour se protéger des drones. À Torres, ils ont construit un tunnel et ils ont fait des coups de main, donc les coups de main, ces petites opérations d'infiltration qui vous permettent de prendre des positions stratégiques rapidement. Donc on est vraiment sur des méthodes de Première Guerre mondiale. Et là, on est vraiment sur de l'art opérationnel typique soviétique, en fait. C'est-à-dire, on fait des coups de main, on fait de la tactique d'infiltration, on utilise des villes pour dissimuler ses troupes. Donc, vraisemblablement, un des objectifs qui va être sous pression cet été, c'est Konstantinivka et le saillant de Sibersk. Et en gros, c'est vraiment du jeu d'échecs. Quelle pièce tu veux perdre? Voilà. Moi, je peux menacer avec mon fou 2 pièces à la fois, tu décides laquelle tu perds. Pas de manœuvre fantaisiste, pas de manœuvre à la hussarde, ça c'est fini. Par contre, une fois qu'il y a Chassivière, alors c'est ce qu'on voit vraiment sur la carte quand vous allez donc sur Deep State Map, Chassivière qui est donc derrière Bakhmout. Donc Bakhmout a été pris l'année dernière, Chassivière maintenant est en voie d'être prise, c'est là que ça bouge le plus dans le secteur. Une fois que Toretsk et New York, donc le fameux New York, Toretsk, New York et Chassivière sont pris, on voit bien que c'est Konstantinivka qui est vraiment la prochaine cible. Comme d'habitude, parce que ce sont des nœuds infrastructurels, donc c'est très facile à détecter une nouvelle cible des Russes dans ce contexte-là. Vous regardez les nœuds routiers. Les nœuds routiers, les nœuds ferroviaires, même si le train est bien moins utilisé,
côté du front, hein, à l'arrière du front, surtout côté russe, oui, et on le voit d'ailleurs, ils sont en train de construire des voies de chemin de fer vers la Crimée. Mais les nœuds routiers, les nœuds ferroviaires, ce sont les cibles. Et évidemment, les centres urbains, qui sont souvent des nœuds routiers et ferroviaires, naturellement, pour planquer ces troupes. Donc voilà, et au-dessus de Chassiviar, donc si on regarde, donc Konstantinivka, vraiment la prochaine cible, sauf s'il y a des accords de paix d'ici là. Et sinon, au nord, vous avez le saillant de Siversk. Donc un saillant, c'est une zone qui est dans votre secteur, qui pénètre dans votre secteur et qui peut être réduit, qui normalement est dangereux parce que ça vous menace, c'est comme une pointe dans vos côtes, si vous voulez. Sauf que les Ukrainiens n'ayant plus du tout l'initiative, et ce secteur étant fortifié, bah aujourd'hui, c'est les Russes qui peuvent réduire ce saillant et l'encercler. Et on voit bien que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire à Siversk, ce qui pourra les amener jusqu'à Slaviansk. Voilà donc pour la situation ukrainienne. On peut qu'espérer qu'il y ait des pourparlers de paix rapido. C'était clairement dans l'intérêt de l'Ukraine. Ça l'était quand Zelensky a négocié dès le premier jour et que ce connard de Boris Johnson lui a dit non, on va t'aider. Bah oui, c'est facile de dire non, on va t'aider à des milliers de kilomètres pendant que tout le monde crève. C'est ce qui s'est passé et je peux que le déplorer.